Salut à tous, on se retrouve pour la 5e et dernière partie des previews Dunk Hebdo pour la saison 2021-2022. Après avoir discuté de la conférence Ouest, puis de la conférence Est, on se retrouve pour une preview plus globale, notamment des trophées, mais un peu plus généraliste sur la future saison qui nous attend. Aujourd'hui, avec moi, on a d'abord, ça va être compliqué, le supporter de l'équipe à 4-0, de l'équipe qui est sans doute la plus dominante à NBA depuis les Warriors, avec Kevin Durant, c'est les Bulls de Chicago. 4-0, Adrien, comment ça va ? Ça va très très bien. On profite de l'enflammade des 4-0 parce que dans une semaine, on va se retrouver, on fera peut-être une autre tête, mais pour l'instant, on est très heureux. Ça se passe très bien, on prend du plaisir. Quel plaisir, tout simplement. Et puis, j'ai aussi avec moi le supporter du leader en points par match. Je parle de Ja Morant et je parle de Tom. Comment ça va, Tom ? Ça va très bien. Un peu de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. On est content. La NBA a repris. Exactement. Voilà. Et là, j'ai fait un peu pour les jeunes podcasteurs en herbe qui nous écoutent, la pire erreur possible. J'ai donné des indications de temps. Donc voilà, vous savez exactement le jour où on enregistre aujourd'hui grâce au 4-0 et au Ja Morant leader. Même si Ja Morant, il a pas mal de marge. Il est à 35 et vu comment il a retiré en ce moment, il pourrait rester meilleur marqueur. Est-ce qu'il va le rester jusqu'à la fin de la saison ? C'est une de nos questions. Donc on va se la réserver. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes. Spotify, Apple Podcasts, etc. N'oubliez toujours pas les 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça fait plaisir. Et puis sur Twitter où, grâce à notre partenariat avec le League Pass, on va encore vous faire gagner un League Pass. Bientôt, on va même vous faire gagner 2 League Pass dans les prochains jours qui arrivent. Vous le savez, on est en partenariat avec le League Pass. C'est la dernière fois qu'on vous parlera de ce partenariat dans le podcast, donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour, si ce n'est profiter des 7 jours gratuits, plus vous inscrire pour toute la saison, voir les matchs en intégralité, voir NBA TV. Je me suis fait à une partie d'NBA TV, les gars, avec Isaiah Thomas, Candice Parker, et il y avait un mec avec des lunettes bizarres, je ne sais pas ce qui c'est. Alors j'aimerais bien qu'on... C'est pas Dennis Scott Dennis Scott, le shooter du Magic. Non, c'était pas Dennis Scott, parce que c'était le présentateur. Donc je me suis dit... Ah, c'est Johnson. Un américain, Johnson, Tom. Ernie Johnson, le présentateur. Bref, Ernie en tout Johnson. cas, si vous voulez profiter d'NBA TV, des matchs NBA en direct, en différé sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. La NBA saura que c'est grâce à nous. Et puis nous, on a encore beaucoup de questions. Alors, on marque une petite pause et puis on démarre cette 5e et dernière preview. On doit donc terminer, Adrien et Tom, aujourd'hui avec les questions généralistes. Parmi ces questions généralistes, on commence par une des plus difficiles qui a été posée par Tom, comme de nombreuses questions en fait aujourd'hui, la plupart, tout simplement. Qui sera au play-in ? On a donc la question version Est, la question version Ouest. On va commencer et je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est peut-être un chouïa plus facile à l'Est. J'ai vu Adrien vraiment dodeliner quand j'ai commencé à parler de cette question. Je sais, pour en avoir parlé en off, que c'était pour lui la plus dure. Donc forcément, étant un être vraiment mauvais, je te donne la parole, Adrien. Oui, bon, au moins on commence par l'Est. C'est là où j'ai plus de repères. Mais oui, c'était pas évident. Déjà parce qu'il y a une forme de subjectivité par rapport à l'équipe dont on a parlé en introduction du podcast, qui est actuellement tête de la NBA. Que forcément, je vais forcément mettre un peu tu vises le titre. Ah bah, évidemment. Non, mais oui, le ventre mou de l'Est reste quand même, comme ces dernières années, assez compliqué à distinguer. Là, il y a eu quelques premiers matchs, donc on a envie aussi de céder à la tendance, aux premières tendances qu'on commence à voir. Donc forcément, c'était pas évident. Il faut dégager 4 équipes. Donc 4 équipes qui ne seront pas le top 6. Bon, la plupart, je pense que le top 3, le top 4 à l'Est, on devrait à peu près s'entendre dessus. Et ensuite, c'est là où ça devient compliqué. Je vais mettre Chicago dans les 2 qui s'en sortent, par pure subjectivité, parce que j'ai envie de le faire, donc ça me les sort. Et ensuite, il y a mon équipe League Pass dedans que je vais sortir aussi. Et du coup, je vais pas me faire que des amis, mais dans les 4 équipes que je vais mettre dans les play-in à l'Est, j'ai Boston, Indiana, Toronto et New York. Voilà comment je le vois. Alors effectivement, ça sort, donc vous l'aurez compris, les Hawks, les Bulls et les Hornets dans les équipes, j'imagine, qui sont à peu près dans ces eaux-là, que j'estime au-dessus. À la fin de la saison, bon, évidemment, on va se planter. On commence déjà les previews où on va nous tomber dessus en fin de saison. Rappelons le play-in, pour ceux qui ne sont pas encore... on l'a déjà vécu la saison dernière, mais on va donc être sur un affrontement 7-8, 9-10, 9-10, puis ensuite, voilà, pour accrocher les 2 places en playoffs, ce qui demande donc les 4 équipes
pour le play-in. On exclut les 6 premiers. Tom, qui seront ces 4 équipes selon toi qui vont batailler pour le play-in? Alors pour moi, c'est un petit peu différent du coup de notre ami Bulls. Donc moi j'ai les Bulls, les Knicks, j'ai Indiana et Washington. Donc grosso modo, tu as Boston plus haut que moi par rapport à Chicago et tu as Washington par rapport à mon Toronto. Yes. Okay. Et j'ai pas Charlotte. Ah, Charlotte est encore plus bas. Ouais, j'ai pas Charlotte. Je pense qu'en fait, sur la Charlotte, je pense que ça va être une très bonne équipe par séquence. Mais sur la durée de la saison, je pense plus un peu à l'expérience. Sur Washington, ils ont un roster blindé. Et du coup, je pense que ils peuvent plus facilement se remettre de la blessure de certains joueurs. Tu vois, par exemple, là, la saison a commencé. Alors, Charlotte est hyper fun. La mélo est encore meilleure. Mais tu as des points d'interrogation sur la santé de Gordon Hayward, qui lui, il n'est pas encore blessé pour l'instant, mais on sait que sa santé, c'est pas une garantie. C'est horrible cette formule, excuse-moi, mais pas encore blessé. Oui. Merci, j'y ai pensé aussi. Là, tu as quelques soucis peut-être avec Terry Rozier. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le secteur intérieur. C'est une équipe qui va être totalement dépendante du niveau de PJ Washington au poste 5, parce qu'à côté, Plumlee, Nick Richards... voilà, ce sont des joueurs qui sont très tendres et même leur rookie bondissant, tout ça, ce sont des joueurs très, très, très tendres. Et j'ai peur aussi qu'avec les blessures, tu sois obligé d'intégrer, par exemple, un joueur comme James Bouknight dans ta rotation qui, voilà, c'est un peu un gunner dans le sens où c'est plutôt un feu follet offensif. Et c'est ce type de joueur-là, rookie, sur toute une saison, il y a beaucoup de hauts, et beaucoup de bas. Donc du coup, je crois pas que sur toute la durée d'une saison, ils pourront tenir. Alors de mon côté, je trouve ça très intéressant que vous avez pas mentionné nos amis de Philadelphie. Moi, je vous avoue, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, vu ce qui se passe en ce moment, j'arrive pas du tout à les situer. Donc je pense que sur le talent, ils devraient s'éviter le play-in, mais vu l'imbroglio actuel, c'est un peu difficile pour moi. En tout cas, il n'empêche, Nets, Bucks, Heat, Hawks, pour moi, j'en vois 5 qui dépassent. Je vais donner les Celtics, quand même, j'estime que les Celtics, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais sur le talent, ils devraient y arriver. Ça me donne donc, pour le play-in, selon moi, désolé Adrien, nos amis Bulls devraient y aller, je pense. Je vais donner Indiana, je vais donner aussi les Wizards, parce que je pense que ça peut être une bonne surprise. Et j'étais parti pour Toronto, mais on n'a pas la même analyse, je pense, toi et moi, Adrien. Je suis pas super rassuré par certaines des choses que j'ai vues du côté de Toronto, donc je vais donner les Hornets pour le play-in. Et donc, où est New York? Du coup, il n'y a pas New York, il n'y a pas les Knicks. Vous avez vu le match contre Orlando, les gars? Non, j'avoue que j'ai beaucoup hésité avec les Knicks, mais comment dire? C'est bien les vidéos en sortant du match, mais je suis un peu, je sais pas, je trouve que comme vous l'avez dit, c'est ultra homogène, cette conférence Est, et peut-être que les Knicks y seront probablement, très probablement même, mais quand je vois Indiana, alors moi j'ai été un peu méchant avec eux peut-être avant de démarrer la saison, mais je trouve ça toujours hyper solide. Donc voilà. Rendez-vous à la fin de saison pour se faire engueuler par les différentes fanbases. Non, rendez-vous dans 3 heures quand on peut l'émission. L'Ouest maintenant, les gars. Alors là, l'Ouest, Adrien, vas-y. Ah, donc c'est moi qui ai la primeur. Non, vas-y, je vais la donner à Tom. Alors pour le play-in à l'Ouest, du coup, j'ai Memphis, Dallas, les Clippers et Minnesota. Minnesota? Ouais, je pense. Je pense qu'ils peuvent accrocher le play-in. Ça sent les prédictions du mois d'octobre de Minnesota. Ça. Non, même pas. En fait, moi, je mise sur le fait qu'ils vont faire all-in pour aller chercher Ben Simmons. Oh, c'est intéressant. Alors, les plus grands fans historiques de Dunk Hebdo savent que tous les ans, Tom fait une prédiction en partant sur un possible trade. Hashtag Goran Dragic. Goran Dragic à Orlando. Exactement. Où Tom m'avait envoyé, ils vont finir 13e si Dragic vient, ils finiront 10e s'il vient pas. Ou un truc, ou l'inverse. Bref. Du coup, Adrien, tu mets qui au play-in à l'Ouest? Alors, j'ai aussi les Wolves. Alors, encore une fois, pas dans l'ordre, mais j'ai aussi mis les Wolves. On en reparlera, je pense, de cette équipe dans différentes questions ici. J'ai aussi les Wolves.
j'ai aussi Memphis, j'ai aussi Dallas. Et là, je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que sur la durée de la saison, ça va pas être évident. Et que à la place fatidique, la place 7, on pourrait retrouver les Lakers. Ouais, ça se tient. J'ai beaucoup hésité entre eux et Dallas, je pense. Oui, c'était un peu. Alors là, j'ai mis les deux pour le coup, mais ouais, je pense qu'il y a des risques sur le temps. On a vu sur ces premiers matchs qu'il va falloir du temps pour trouver le rythme, les rotations, qui va commencer, qui va finir les matchs. Il y a beaucoup d'incertitudes côté des Lakers. Il y a suffisamment de talent pour qu'ils se retrouvent alors même s'ils font les play-in, qu'ils se retrouvent ensuite en play-off, je pense, à l'image de l'année dernière d'ailleurs, de la saison dernière. Mais voilà, je les mets là à l'heure actuelle. Vous mettez Portland hors play-off ? Oui. Non. Moi je les mets en play-off au-dessus. Je pense que sur la saison régulière, Portland, ils ont de quoi naviguer. Je pense qu'en fait, Portland, si on les regarde trop par le prisme des play-offs, un peu comme on peut faire avec les Bulls. Et je pense que sur la saison régulière, ça peut être une bonne machine de saison régulière. Moi, pour répondre à cette question, moi personnellement, là, quand j'ai un peu fait rapidement une espèce de preview, parce que c'est ce que ça nous demande de faire cette question-là, ils sont derrière. Après, voilà, j'ai un peu du mal avec les Blazers, la dynamique me semble pas positive. Je vais faire un peu mon tome, mais je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut imploser cette saison du côté des Blazers. Du coup, la difficulté de cette question, c'est qu'en fait, on donne 4 équipes, mais du coup, on ne sait pas qui met quoi après et qui met quoi avant. Vous êtes tous d'accord, donc je pense qu'on est d'accord pour dire que dans les 6 premiers, on aura le Jazz, on aura les Suns, on aura les Nuggets. Vous mettez tous les Warriors, du coup. Clippers, ouais. Moi j'ai Warriors aussi. Et moi j'ai les Clippers au play-in. Oui. Ah, et Tom, du coup, met les Lakers 6, là où Adrien les met pas 6. Voilà, il est très tard. J'ai du mal les équipes de Los Angeles, on a interverti à Los Angeles qui finit devant sur la saison régulière. Je suis d'accord sur Dallas pour le play-in. J'aurais tendance à mettre Portland. En fait, je vais couper la poire en deux. Moi, je mets Portland au play-in, je pense. Surtout sur une dynamique de fin de saison où ça peut remonter ou sur une dynamique de retour de Dame qui... Je pense qu'on parle un peu trop de son début de saison raté. Il y a 2-3 stars qui galèrent un peu en début de saison. Ça fait 3 matchs. Ah, exactement. Alors, je vais pas mettre les Pélicans. Rassurez-vous. Je vais mettre les Grizzlies et il manque qui, du coup ? Les Clippers, mais je trouve ça très bas. Nous, on a mis les Wolves, que tu n'as pas cité, que tu vois pas, je pense. Je trouve ça très bas pour mettre les Clippers. Parce que les Clippers, moi, j'ai du mal à voir les Clippers dans les 6, tout simplement parce que le niveau qu'il faut que Paul George ait pour que cette équipe-là soit viable, moi, Et je trouve qu'en fait, on se plaignait souvent l'an dernier, derrière Kawhi et Paul George, c'est qui le 3e meilleur joueur, mais là, derrière Paul George, c'est qui le 2e meilleur joueur. C'est vrai, c'est une vraie question. Après, sur toute une saison régulière où les rotations sont un peu plus larges, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui peuvent à peu près jouer. Tu peux gagner des matchs, mais c'est vrai que ça va pas être évident non plus. Après, ce qui me gêne aussi avec eux, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs pièces en l'air, tu vois. Bledsoe, Winslow, tout ça, c'est des joueurs qui, l'an dernier, étaient un peu en difficulté. Même Reggie Jackson peut... Ouais, c'est ça. Sur Reggie Jackson des playoffs, sur 82 matchs, ça peut-être... on n'aura pas le même, je pense. On n'aura pas le même. Je pense que c'était trop tôt. On n'aura pas le même. Du coup, cette question-là nous a pris beaucoup de temps. On en a d'autres. Alors, celle-ci est de moi. Une des rares de moi. Chaque année, une équipe excède largement les projections d'avant-saison. Tous les ans, pensez aux Knicks l'année dernière notamment. Qui sera cette équipe cette année ? Alors, question toujours difficile, parce que prévoir une surprise, par définition, c'est compliqué. Adrien, qui va exploser les projections ? Alors, les stats donnent de 17 à 20 victoires supérieures aux prédictions. Là, on s'est dit qu'on va tabler sur une équipe qui va aller faire 10 à 15 matchs 10 à 15 victoires de plus que la projection de base. Et par rapport à la question précédente, ça tombe bien. Pour moi, c'est les Wolves. Les Wolves qui sont attendus relativement bas. Enfin, relativement. Ils ont une projection, je crois, qui a été autour de mémoire. J'ai plus le chiffre sous les yeux, mais autour de 30-35. Ouais, 35. Voilà, 35. Bon, je pense pas qu'ils iront à 50, on va pas se mentir, mais vu que je les vois se placer dans les play-in à l'ouest, je pense qu'il faut le faire en étant en positif. Et je sais pas, sur ces premiers matchs, sur ce qu'on commence à voir, après c'est toujours une équipe qui va aussi dépendre de l'état de santé et santé physique, santé mentale aussi, malheureusement. On se souvient de ce cher Towns qui a vécu une dure année, mais a priori ça part bien et je sais pas, il y a une complémentarité qui me plaît bien sur ce début de saison. Et voilà, si je devais avoir une surprise, j'aimerais bien qu'ils me surprennent positivement du côté de Minnesota, même si voilà, comme tu l'as dit, prévoir une surprise, ça reste compliqué.
Et toi, Tom, l'équipe qui va aller, disons, 10 à 15 matchs mieux que... Là, les Timberwolves à 35, tu as dit au positif, c'est-à-dire, Adrien, que tu les attends entre 43 et 46. Allez. Ouais, voilà. Bon, 45, ça fait plus 10, comme ça, voilà, à peu près. Ouais. Je pense pas que ça explose littéralement, mais c'est compliqué. C'est une question. Je laisse la parole, Tom, après. Mais genre, les équipes de milieu de tableau, elles ont vite un over-under aux alentours de 35. Donc, si tu fais plus 15, t'es à 50. Donc, c'est hyper compliqué. Et les équipes de bas de tableau, il y en a, c'est difficile de les monter. C'est ça. Bah, je vais pas faire original, hein. Je pense que je vais dire la même chose que toi, mais plutôt moi sur le prisme de ce que j'ai annoncé un petit peu avant. Je pense que ils ont moyen de faire quelque chose pour Ben Simmons. Je pense pas que la situation va beaucoup s'éterniser et que c'est une équipe qui, si elle ajoute Ben Simmons et se retrouve par exemple avec Simmons, Edwards et Towns, c'est quelque chose qui, moi, me plairait bien pour la suite de cette franchise-là. Et je pense que ça peut être un élément qui va faire pencher la balance. Et si elle n'ajoute pas Ben Simmons, Tom? Parce que je connais mon Thomas. Je le connais. Si elle n'ajoute pas Ben Simmons. Si elle n'ajoute pas Ben Simmons, je pense que non. Et je dirais plus les Bulls qui feraient une surprise. Puisque là, les Bulls sont vus peut-être à 40, 41 victoires, je pense, l'over-under. Ouais, ils sont entre 39 et 40. En fait, je me dis qu'il y a vraiment des chances que dans le meilleur scénario, les Bulls peuvent gagner 50 matchs. Vraiment, dans le meilleur scénario, je pense que les Bulls peuvent gagner 50 matchs. Et du coup, ce serait ça. Moi, j'avoue que c'est une question de base. J'étais parti sur les Bulls jusqu'au moment où je me suis rappelé. Ils étaient entre 39 et 41. Tu commences à t'approcher des 50. Oui, ouais. C'est quand même énorme, c'est beaucoup. Après, c'est une question qui, de base, t'empêche d'aller vers les équipes qui sont annoncées à au-dessus de 40. Parce que tu te dis, tu avances vers les 50. Et je crois qu'Adrien, tu l'as très bien résumé. En bas de la conférence, OKC, Houston, à l'Est, on a Orlando. On en reparlera de ces équipes-là. Orlando, les Pistons. Ouais, ça voudrait dire qu'ils passent au-dessus des 30. Ça me semble très compliqué. Une équipe qui, selon moi, dont Tom a parlé un petit peu, qui pourrait peut-être le faire, c'est le Hornets. Le problème, c'est que j'ai annoncé le Hornets au play-in, donc ça voudrait dire qu'un play-in qui se joue à 44, 45, ça me paraît énorme, mais je pense que c'est une équipe, comme l'a dit Tom, elle alterne le chaud et le froid, si elle peut avoir plus de chaud que de froid, mais c'est quand même annoncé déjà à 37, donc si tu le bats, si tu prends 10 victoires au-dessus, tu es à 47 et tu devrais passer au-dessus peut-être de Boston, voire d'Atlanta si tu fais ça. C'est compliqué. Après, dans les équipes de bas de tableau, excuse-moi Tom, après je vais parler. Si je devais en citer une, moi, rapidement, en mention possible, il y a Cleveland peut-être, mais vraiment, j'ai un peu de mal, mais pour moi, il y a quand même possibilité de faire mieux qu'attendu, je pense, du côté des Cavs. 36 victoires, ça voudrait dire qu'ils sont quoi, 11-12 Ouais. Après, il y a aussi le Joker Spurs, hein, où tu t'as dit Popovic, il va encore réussir à faire quelque chose, mais là, surtout que les Spurs, ils ont un over-under à quoi, 26, 36 wins pour une équipe de Popovic, tu vois, c'est super bas en vrai. Après, c'est vrai. Mais le roster, enfin, l'effectif. Moi, je les ai à 29, les Spurs, hein, parce que là, 39, tu commences déjà, ça chauffe. Hein. Ouais, c'est vrai. L'an dernier, ils étaient au play-in, hein. Bon, après, on sait pas. C'est vrai qu'ils étaient oubliés. J'ai complètement oublié cette anecdote. Merci. Il y a un moment de flottement de ah oui, c'est vrai. Non, mais vraiment, j'avais vraiment oublié. Ils ont failli passer, hein, puisqu'ils reviennent sur Memphis et à la fin, Dillon Brooks tue un peu le match. Mais sinon, ouais, ils auraient pu passer. Très bien. Eh bien, là, on va être sur les questions un peu plus rapides, parce que là, on a déjà passé presque 20 minutes sur les deux premières. Qui fera son entrée dans le DH20 à la fin de la saison? Le DH20. Si vous ne découvrez que vous ne connaissez pas cet épisode, le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA par Dunk Hebdo. On en a fait 3 épisodes il y a quelques semaines, près de 6 heures de débat sur les 20 meilleurs joueurs de la NBA. Cette année, un seul joueur a fait son entrée, c'est Trae Young. Donc, du coup, les gars, qui fera son entrée la saison prochaine? Donc, à la fin de cette saison, dans la prochaine édition du DH20, je vais commencer par toi, Tom. Qui va rentrer? Je dirais Zach LaVine. Et sérieux, tu lui dois quelque chose, Adrien? Non, le lobbyisme paye.
Non, je dirais Zach LaVine, puisque je pense que c'est un joueur qui est un peu sur la lancée de ces JO. Et je pense que par rapport à sa typologie de jeu et peut-être la chance d'arriver potentiellement en playoff, c'est là en fait où les positions bougent. Je pense que par rapport aux joueurs qui n'y sont pas, à part si peut-être tu trouves un gars comme Jaylen Brown, mais je pense que tu vois, Zach LaVine avec l'exposition des playoffs, je pense que son style de jeu peut lui permettre de rentrer. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut être à la lutte cette saison pour le titre de meilleur scoreur de la ligue et qui peut après faire des premiers playoffs un peu à la Trae Young. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être lui qui a le plus de chances d'y rentrer. Je vais rendre la politesse du coup, parce qu'effectivement, bon, j'ai envie de dire Zach LaVine, moi je l'avais dans mon DH20, même s'il n'a pas fait le cut au final des votes. Mais dans le même esprit, dans la même position d'équipe qui peut faire les play-in et donc se montrer de joueurs qui scorent et qui est actuellement le meilleur scoreur de la ligue, il y a un certain Ja Morant. Voilà, c'est à peu près le même type de position. Je pense que c'est aussi possible. Alors évidemment, j'avais mis Zach LaVine. C'est-à-dire que j'ai vu cette question, c'est la première, j'ai répondu, j'ai mis Zach LaVine, je passais à la suivante. Mais voilà, je pense que dans le même esprit, Ja Morant, on a tout ce tiers-là parce qu'on l'a beaucoup rappelé pendant des H20, tu l'as dit, on a essayé de faire rapide, mais on a fini par classer les joueurs par tiers et il y a les joueurs qui sont 17, 18, 19, 20, ils sont vraiment pas loin devant les 21, 22, 23, 24. Donc finalement, voilà, ça peut bouger vite. Moi, j'avais deux noms. Tom, tu l'as cité rapidement, Jaylen Brown, parce que c'est un ailier, on donnera toujours de la valeur à ce joueur-là. Ouais. Et il montre encore une fois cette année qu'il a progressé. Et dans la même veine, dans l'idée d'un joueur qui, alors lui, ne connaîtra pas ses premiers playoffs, mais va retrouver les playoffs, jeune joueur. Et visiblement, vous êtes très chaud sur son équipe, Karl Anthony Towns, qui pourrait retoquer à la porte s'il fait une grosse série avec les. Ça m'étonne. Moi, je pensais que tu partirais plus sur Bam, tu vois. Non, parce que j'ai compris que vous donnerez jamais de love à Bam. Donc j'ai abandonné. En plus, on aime beaucoup Bam. J'ai abandonné, mais non, je pense pas. Bam. Tu l'as dit, pour monter, il faut. En fait, je pense que le contexte d'équipe sera peut-être moins favorable qu'il avait été dans la bulle pour mettre en valeur Bam et avec l'arrivée de Laurie, etc. Enfin bref. Après, c'est vrai que c'est pas. On se dit bien le DH20 global, pas forcément le nôtre. Tu vois, par exemple, moi, Gobert, il est dans le mien, il n'est pas dans celui des autres. Bam, il est dans le tien, il n'est pas dans celui des autres. Et puis toi, Adrien, tu as Zach LaVine et il n'est pas dans les autres, tu vois. Donc c'est ça, il y a vraiment l'idée, l'impact qu'il aura sur le reste de l'équipe. Et ça, comme vous l'avez très bien dit, ça dépend beaucoup des playoffs. Enfin, clairement, les playoffs sont vitaux dans ce point-là. On a parlé de Towns. Question, alors là, je vous dis pas qui a écrit la question, vous allez deviner de qui on parle. Porzingis, Towns, Booker, Turner, parmi les joueurs draftés en 2015, qui deviendra éligible au Supermax cette saison? C'est bien évidemment une question de notre Tom. On rappelle, Tom, que tu avais fait un podcast avec Alan sur les extensions, le Supermax, etc. Si pour vous, c'est vraiment... Super podcast, franchement. On s'auto-congratule. Si pour vous, ça reste un peu nébuleux, ce genre de mots, de concepts, n'hésitez pas à aller l'écouter. Tom, du coup, je vais te donner la priorité sur cette question. Qui va devenir éligible au Supermax cette saison? Et peut-être, encore une fois, rappeler comment on peut devenir éligible en quelques mots. Alors, du coup, simplement pour rappeler l'éligibilité, donc ces joueurs-là, ils vont arriver dans leur 7e saison. Et du coup, il va leur rester à la fin de cette année juste 2 années de contrat. Donc, ils peuvent potentiellement rajouter 4 années au Supermax pour leur faire un contrat un peu de 6 ans. Un peu ce que Joel Embiid a signé cet été, par exemple, comme extension. Donc, Joel Embiid, lui, il est de la draft 2014. Et là, ce sont les joueurs de 2015 qui peuvent être éligibles. Donc, pour être éligible, alors il faut qu'ils soient All-NBA cette saison ou il faut qu'ils soient... défenseur de l'année, en gros. Ouais, puisque aucun des deux, voilà, puisque aucun des joueurs cités n'a été All-NBA l'an dernier, puisque même Devin Booker ne l'a pas été, puisque Chris Paul était All-NBA, et puis en All-NBA sur Team, il y avait Bradley Beal, et puis je crois que c'est Kyrie. Possible, j'ai un doute aussi. On demandera la VAR sur celui-ci. Nous demanderons la VAR. du coup, pour très bien expliquer, Tom, du coup, la question, c'est en gros, parmi ces joueurs, encore une fois, je vais les rappeler, Porzingis, Towns, Booker, Turner, y a-t-il un défenseur de l'année? Y a-t-il un All-NBA parmi eux? Je pense Devin Booker, cette année, il a de grandes chances. Je pense qu'il pourrait prendre la place de Chris Paul l'an dernier. Chris Paul avait été All-NBA second team. Je pense qu'il peut se glisser au niveau de la third team cette saison, Devin Booker, et du coup devenir éligible.
pour les autres, je trouve que c'est trop loin, surtout à la position à laquelle ils jouent. Ça va être trop difficile à mon avis. Adrien, j'ai l'impression que notre femme des Bulls à la belle casquette n'est pas d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est vrai que c'est loin. Le problème de l'Ouest, c'est qu'il y a 2 pivots très forts. Mais comme tu l'as dit, Ben, moi je vois les Wolves surperformer entre guillemets. Towns peut-être se glisser là parce que les guards c'est aussi très très rempli à l'Ouest. Et puis bon, tu as cité le défenseur de l'année. Il est dans les... Théoriquement, il y a un certain Turner qui pourrait se glisser dedans. J'y crois pas forcément à 100%, mais il est dans cette course. Il fait partie des contenders actuellement. Donc pour moi, ces 3-là ont une chance quelque part. Peut-être que Booker a un léger avantage, je suis d'accord avec toi. Paul l'a eu parce que l'année dernière, donc la All-NBA Team, sur le narratif des Suns, peut-être que cette année, ça va s'inverser et qu'on va vouloir récompenser Booker. Donc il a peut-être une légère avance. Mais voilà, ces 3-là, je vois les noms. Pour Kristaps, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Turner sera placé, je pense, au défenseur de l'année, mais comme vous, j'ai un peu de mal à l'imaginer gagnant. Enfin, placé, mais pas gagnant. Towns, du coup, je commence à sombrer dans votre hype, alors qu'il faut toujours se méfier des Timberwolves pendant les 3 premières semaines. Tous les ans, on l'a fait. Et Booker peut s'en approcher sérieusement si les Suns refont une bonne saison régulière. Après, la question sera, est-ce qu'on leur donnera la fameuse extension? Je pense que si un de ces joueurs se qualifie, il l'aura assurément. Enfin, peut-être pas dans le cas de Turner, s'il l'a, mais autrement les deux autres. Après, le truc, tu vois, Porzingis, ça peut être une vraie wildcard, puisque Porzingis, visiblement, cette saison, il est plus pivot, donc il est ailier. Et à l'aile, au final, il n'y a plus Kawhi. Ah, mais Tom, comment, petite référence, c'était la première preview à l'Ouest dont on a parlé. Il y a du monde. Il y a quand même des mecs. Il y a beaucoup de gugus quand même à l'aile. Puis c'est que du top 15 des H20 qu'il faut aller chercher. Donc bon, on aime bien l'ami Porzingis, mais ça risque d'être un peu compliqué. Quelle équipe allez-vous le plus regarder en dehors de celle que vous suivez et pourquoi? Alors les gars, quelle est l'équipe que vous allez le plus regarder, Adrien? Je commence par toi. Je vais faire plaisir à Alan, je pense. C'est les Hornets. C'est les Hornets de Lamelo la France, qui sont déjà partis. Et puis tu l'as dit Tom tout à l'heure un peu plus tôt. Alors peut-être que sur la durée de la saison, ça ne fera pas le cut. Mais en l'occurrence, c'est une équipe hyper fun. C'est athlétique, ça joue vite. Lamelo a un sens du spectacle très élevé. Il y a un côté très white chocolate. Voilà, il va faire vraiment ce gars en plus juste. C'est-à-dire que je pense que c'est un meilleur... il lit mieux le jeu. Alors oui, il fait le spectacle, mais il le fait de manière plus raisonnée, j'ai envie de dire, même si le mot c'est un peu contradictoire en soi. Mais voilà, je les trouve super fun, ces Hornets. Et puis le potentiel de progression est assez élevé. Ils sont athlétiques, même s'ils ne sont pas très grands. Tu l'as dit, la rotation intérieure, Tom, est assez limitée. Mais voilà, c'est une équipe fun, tout simplement. Et voilà, c'est des équipes qu'on a envie de voir quand on va en dehors. Donc je vais sûrement beaucoup les regarder. Et ils ont la caution swag. En plus. Non, mais il y a de tout. Il y a le maillot, les couleurs des Hornets pour les vieux un peu comme moi. Je salue Ilias. Ce maillot des Hornets des années 90. Enfin, il y a tout là-dedans qui donne envie. Et heureusement qu'il y a écrit une seule équipe dans la question parce que j'aurais envie d'en citer 2 autres. Je fais le podcast depuis plusieurs années. J'ai créé Dunk Hebdo il y a plusieurs années. J'ai pas souvenir que les Hornets ne serait-ce que dans la considération possible comme une réponse à cette question. Donc c'est déjà énorme. Tom, toi, l'équipe que tu as le plus regardée? Alors moi, je vais faire moins original. Pour moi, ce sera les Hornets parce que c'est l'équipe qui joue le plus tôt. Pas les Hornets, c'est les Pacers parce que c'est l'équipe qui joue toujours le plus tôt. Ils jouent généralement minuit, 1h ou minuit et demi, tu vois, c'est le premier match juste Attention, avant. changement d'heure ce week-end. Hein. Ouais. C'est le premier match juste avant Memphis généralement, donc je pense que ce sera juste pour ça peut-être que je regarderai le plus. En direct en tout cas. Ben. Moi, je pense que honnêtement, je vous donne 20 choix, vous trouvez jamais l'équipe que je vais le plus regarder. Alors, est-ce que c'est l'équipe avec Dwight Howard? Non. Non, d'abord, non. Alors, mais pourquoi on ne trouverait pas? Parce que c'est une équipe que tu as l'habitude de descendre un peu. Faut prendre une équipe avec un Coréen. Atlanta. Bingo. Ah. Yes. Je vais beaucoup regarder Atlanta parce qu'en fait, je vais essayer de comprendre pourquoi je me suis trompé sur cette équipe et pourquoi Trae Young, même si c'est pas les playoffs, pourquoi en fait beaucoup de mon analyse sur cette équipe est fausse. Puis j'ai aussi envie de les regarder parce que ça a été dit dans la preview sur la deuxième partie de l'Est. C'est une équipe très très profonde, donc il y a des chances que certains des joueurs que l'on voit vont être amenés à d'autres
d'autres situations. Donc je compte regarder beaucoup Atlanta parce que c'est peut-être une équipe sur laquelle j'ai pas assez investi de temps ces dernières années. Donc le mea culpa pour qu'il soit complet, ou peut-être pas. Je risque de regarder beaucoup Atlanta. Puis c'est pas non plus une équipe qui devrait en théorie jouer le titre dès cette année, donc je me grille pas non plus en vue des playoffs. Parce que pour moi, faut pas regarder Nets, Bucks, Jazz, Suns, c'est Nuggets. trop fort pour. Ouais, c'est trop fort pour. À part regarder si ces équipes-là jouent entre elles, tu vois, si t'as Oui. des confrontations. Et même ça, Tom, tu vois, moi Mm. j'avoue que avant genre février, je trouve que c'est pas super. Ouais, les gros contenders, faut les regarder en deuxième partie de saison en vrai. Faut Exactement. prendre plus de temps pour les regarder en deuxième partie de saison. Puis tu vois l'affinement des rotations, tu vois peut-être des joueurs qui jouaient un peu En blessés ou voilà qui jouaient voilà qui étaient vraiment sur un petit train-train, tu vois, qui jouaient à leurs mains. Là où ça joue vraiment le positionnement, là c'est plus sérieux. Il y a des choses, ouais. Il y a peut-être plus de choses à en tirer. Après, c'est vrai qu'on dit généralement que tu apprends beaucoup plus des 20 premiers matchs et des 20 derniers que tout ce qui se passe au milieu. Donc, faut voir après. Donc autant se faire plaisir au milieu, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bah, pour les gens qui sont un peu comme Ben, hein, d'ailleurs, je vais la citer, tant pis, ça fera une deuxième équipe. Il y a les Rockets qui, je pense, seront fun à avoir joué. Qui Une n'iront pas en équipe, play-off. monsieur. Tant pis, je l'ai calé. Je vous Voilà. demande de vous arrêter. Non, mais j'ai détourné la question en disant si vous êtes comme Ben et que vous aimez Oh là regarder là, en des plus, équipes tu battre, m'utilises, mais c'est vraiment. alors c'est vous petit. pouvez regarder les Rockets qui risquent d'être fun. Voilà. Si vous êtes inscrit sur TikTok, hein, et c'est pas mon cas, du coup, vous pouvez regarder les Les Rockets. Rockets. On enchaîne l'équipe, et c'est certainement pas les Rockets, la réponse à cette question, l'équipe qui a le plus de pression cette saison, selon vous. Soyons parfaitement honnêtes, on commençait à trier les questions, on parlait entre nous avant d'enregistrer, et moi, Adrien, on était en mode, non mais bip, c'est tous les ans, ils ont de la pression. Et Tom a dit, ah, pas forcément. Donc Tom, c'est qui, selon toi, l'équipe qui a le plus de pression? Pour moi, les Warriors. Pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de pression. Le propriétaire a dépensé énormément d'argent. C'est la plus grosse masse salariale de la ligue. Si tu prends la masse salariale et la luxury tax qui vont payer pour cet effectif-là, tu arrives à 300 millions. Donc, je trouve qu'il y a énormément de pression pour pouvoir continuer à garder les billes. Et je pense que là, ils sont aussi à mi-chemin dans le sens où il y a le projet des jeunes et aussi le projet des vétérans. Et je serais pas surpris qu'à un moment donné, ils prennent une décision. Je pense que là, ils pourront plus avoir un pied dedans, un pied dehors. Et c'est peut-être l'une des dernières chances pour Stephen Curry, Klay Thompson et même Draymond Green d'avoir peut-être la possibilité de faire un gros run en playoff. Donc, je pense qu'ils ont énormément de pression pour ça. Il m'a presque convaincu. Le salaud. Il est fort. Ouais, il est bon. Non, c'est vrai que la pression est là. Après, je pense que je le modérerai avec cette demi-saison de Klay que tu vas voir. Je pense qu'ils ont besoin de faire les playoffs. Ils ont besoin d'au moins recréer un petit élan. Mais entre guillemets, ils ont un léger sursis de délai peut-être avec ça. C'est pour ça que BIP, comme disait Benjamin, qui sont les Lakers, je pense pour moi ont aussi autant de pression. Après, on n'est pas sur le même sur la même chose, c'est-à-dire que les Lakers c'est une équipe de LeBron James. Bon bah t'es une équipe de LeBron James, t'es censé, tu n'as pas gagné l'année d'avant, donc nécessairement l'objectif c'est de gagner. Et puis il y a aussi voilà tout ce contre-coup on va dire des blockbuster trades, de l'arrivée de Westbrook, d'avoir une équipe avec, on en parlait en off, une équipe incroyable de 2012 à base de LeBron, Westbrook, Anthony Davis, Dwight Howard, Carmelo Anthony. Effectivement, on a du mal à voir sur ces premiers matchs comment l'alchimie va prendre, mais l'objectif de cette équipe, ce n'est rien d'autre que gagner. Et c'est là où c'est hyper dur. Et donc la pression, on va en reparler sur une autre question, mais elle est sur les joueurs, elle est sur la franchise au global. Il y a toujours de la pression aux Lakers, mais pour moi, là, cette année, elle est comme d'habitude, voire plus. C'est ça, on est face aux Lakers qui, de base, ont de la pression même quand ils ont des joueurs de 22 ans. LeBron James, une équipe All-Star de 2012, c'est vraiment tous les ingrédients sont réunis pour de la pression. Dans un monde où ils n'existent pas, j'aurais peut-être dit les Warriors. Je suis surpris qu'on ne mentionne même pas les Nets. Ben, j'y pensais en deuxième choix, puisqu'il y a la situation de Kyrie Irving qui est assez complexe. Il y a, d'ailleurs, normalement, James Harden et lui avaient la possibilité de prolonger leur contrat. Finalement, rien n'a été fait. James Harden n'a pas prolongé son contrat non plus, donc il est potentiellement en fin de contrat à la fin de l'année puisqu'il a une player option.
Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quand même un peu de pression du côté des Nets. En vrai. Et puis ils sont pas forcément hyper rassurants sur ce début de saison aussi. Et puis ils restent quand même ultra favoris pour le titre. La cote pour qu'ils gagnent le titre, elle reste complètement ridicule, donc il y a de ça aussi. Après, pour moi, l'avantage qu'ils ont, entre guillemets, c'est d'être à l'Est. Et même si, on l'a dit, c'est plus homogène, je pense quand même qu'ils ont un matelas, les Nets, qui leur permettent de, pendant toute la durée de la saison, d'être un peu plus tranquille que, par exemple, les Warriors, qui vont devoir être en playoff. C'est l'objectif, il va falloir cravacher tout le long. Et les Lakers, ou si tu commences à prendre trop de retard à l'allumage, là, comme on a eu peur que ce soit le cas, c'est pas passé loin qu'ils sont encore à 0 victoire face à Memphis. On est passé à un lancer franc de Ja Morant. Donc, la pression est plus vite là, on va dire. Les Nets, elle sera là, mais elle sera là à la fin de la saison. On commencera à discuter à ce moment-là. Pour l'instant, ils ont quand même peut-être un peu de marge. C'est une pression sur 16 matchs et pas sur 82. Oui, voilà. Contrairement à d'autres. Alors, là, on a parlé de beaucoup d'équipes qui quand même aspirent aux playoffs, etc. On va de l'autre côté. Qui finira avec le pire bilan? Encore une fois, une des questions dont on a un petit peu parlé en off, et visiblement, tout le monde est d'accord pour dire que ça sera Orlando. Non, il y a deux équipes. La question, c'est Orlando ou OKC. On salue évidemment les supporters de ces deux équipes, mais il a été difficile d'en voir l'une ou l'autre. Je vote personnellement Orlando, comme tu l'as dit, Ben. Bon, voilà, ce sera entre les deux. Orlando porté par un énorme double-double. De Cole Anthony. Je donne Orlando, les gars. Le truc, c'est combien de matchs va jouer Shai? Encore une fois, combien de matchs va jouer Shai? S'ils jouent 60 matchs, pour moi, ils sont devant. Mais s'ils jouent moins de 60 matchs, ok, qui crée quelque chose à part Shai? Giddey? Ouais, mais... Oui, non, mais on est d'accord. En fait, c'est ça. La question, c'est que OKC a un joueur, donc Shai Gilgeous-Alexander, qui a suffisamment de talent pour gagner des matchs dans une saison régulière et qui, en théorie, les mettrait devant Orlando, qui n'ont pas encore, mais en tout cas qui n'ont pas ce joueur-là dans leur effectif. Ouais. Sauf qu'une fois que tu enlèves la tête à OKC, OKC est top heavy en fait, finalement. C'est-à-dire qu'il y a un fort joueur et derrière, ça part très très vite. Alors que Magic, il n'y a personne de très très fort, mais il y a quand même 4-5 joueurs corrects. Mais tu vois, tu peux pas stopper, enfin stopper c'est un grand mot, mais tu peux pas encore le mettre. Tu peux pas le mettre, ouais, t'as Lou Dort aussi. Moins dans, on se comprend. Tu peux pas le mettre sur le carreau 40 matchs, tu vois. Non. Bah, Orlando, vous m'avez convaincu. Tu vois, si 60 matchs, ça veut déjà dire que tu le mets sur le carreau. Bon, si on épargne les blessures, 20 matchs déjà, c'est un quart de la saison. Donc, tu t'arrêtes de jouer fin décembre. C'est terminé. Tu vois, c'est chaud. Le traitement à Horford à son âge. Ouais, c'est quand même, le load management va un peu loin, comme disait Jean. Très bien. On reste dans les questions très très joyeuses. Hein. Qui sera le premier coach licencié? Frank Vogel. Oh, Vogel. Tu crois? Ah ouais. Alors, c'était un peu justement, c'était un peu une des takes parce qu'il faut bien, ces questions servent à ça. Je parlais de la pression du côté des Lakers. Ils sont une victoire qui, pour moi, et puis on en a un peu discuté en off, est quand même relativement due à une anomalie les shooters. Enfin, Melo a mis ses shoots et du coup, ça a à peu près sauvé les Lakers. Je suis pas sûr qu'il faille compter là-dessus tous les soirs. Pour l'instant, je trouve les rotations brouillonnes. Je n'arrive pas à comprendre ce que font les Lakers. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux jouer avec Westbrook off-ball. Lui-même ne sait pas comment faire d'ailleurs. Je ne comprends pas pour l'instant ce que je vois du côté des Lakers. Et si dans un mois, tu es encore à un match sur 3 de gagner, eh ben salut. Wow. Voilà. Je pense que la pression. Alors, après, c'est dur, c'est une équipe de LeBron, etc. Mais on l'a déjà vu. Je pense à un certain coach du côté des Cavs qui a sauté en partie de saison, en milieu de saison. Il nous avait déjà fait le coup, les Lakers, quand il y avait eu l'arrivée de Howard et Steve Nash, où ils avaient viré au bout de 7 matchs. Donc... Oui, mais en même temps, pour mettre qui? Ah bah oui, ça c'est tout le problème. C'est ça, le truc c'est pas de virer le coach, c'est par qui tu le remplaces. C'est ça aussi le gros problème. Est-ce que tu crois qu'on fonctionne comme ça à Los Angeles dans une association de stars? Je pense que c'est moins... Ça existe, hein, c'est une réflexion qui existe, mais elle est peut-être moins importante que dans d'autres situations où eux se disent, de toute façon, on a quoi comme levier? On peut pas trop changer l'effectif, on est quasiment bloqué dans ce qu'on a. C'est le seul fusible qu'ils ont vraiment. Alors, il est peut-être pas... Et puis, c'est donner la part belle aux joueurs. C'est les fameuses équipes de LeBron en disant « Ok, c'est vous qui avez les clés. Tu mets l'assistant, tu mets John Lucas 3 ou je sais pas qui. Et tu dis « Vas-y,
LeBron, fais ta tambouille et t'as toute ta responsabilité. Comme tu dis Ben, t'as sauté le fusible 1, comme ça au moins t'es sûr qu'à la fin, la responsabilité sera tournée vers LeBron et les joueurs si jamais ça fonctionne pas. Et ça va C'est dévier vrai. un peu les responsabilités du côté du general management qui a fait venir Westbrook au lieu d'aller chercher un Buddy Hield. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est difficile cette question puisque tu as pas mal de nouveaux coachs. C'est ce que j'allais Et dire. parmi les coachs qui sont pas nouveaux, tu as plutôt des gars qui sont soit dans une situation, tu vois, Mike Malone ou même Ty Lue. Pour moi, vu qu'il y a des blessés de leur côté, ce sont pas des gens qui sont forcément en difficulté, tu vois. Et puis même de l'autre côté, tu vois, Donovan, je pense pas qu'il soit menacé si ça tourne au vinaigre, tu vois, puisqu'il vient d'être arrivé, on connaît la famille Rendorf et le fait qu'il soit très proche de leur portefeuille. À Sacramento, c'est pareil. Walton, il est encore là parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le payer lui quand il est viré et pour payer un autre coach. Indiana, c'est nouveau. Nurse, je pense pas qu'il sera viré. Borrego non plus. Moi, je pense que je partirais par élimination, peut-être sur les Cavs. Hein. Bickerstaff, je pense, hein, par élimination. Est-ce qu'ils ont là une attente suffisamment haute pour s'ils commencent à perdre quelques matchs, ils virent le coach? C'est compliqué. Après, tu l'as dit, les autres, c'est les nouveaux coachs. Hein, c'est puis en plus, les anciens joueurs, les kids. Je suis surpris que vous me le donniez pas. Hein. Kid, Billups. C'est compliqué, c'est des nouveaux joueurs. Doc Rivers, ah. Non, avec tout ce qui se passe aux côtés de Ben Simmons, non, avec Ben Simmons, je pense qu'il a quand même l'astérix Ben Simmons, en fait. Je pense que, alors, le moi, fusible j'y crois Ben pas. Simmons. Hein. J'y crois pas, mais je me dis que ça peut. Parce que c'est vrai que c'est une situation bloquée où tous les mecs qu'on donnait potentiellement virés l'année dernière, ils ont tous été virés sauf Walton. Ouais. Fallait le parier, ça, fallait le parier. Fallait le parier parce que à cette question-là, l'année dernière, on avait tous mis Walton quand même, Ouais, enfin presque, vrai. et il est toujours là. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Ok, eh ben continuons. Celle-ci n'aura donc pas vraiment de réponse. Alors une question sur les offensive et defensive rating de Tom que je vais avec l'obligation de temps un petit peu modifier. Allez, qui seront les 3 meilleures défenses NBA? On va le faire comme ça. 3 font que 2. Allez, Tom, je commence par toi. Les 3 meilleures défenses. Alors, je retrouve mon classement. Oh, la préparation est vraiment incroyable. Alors, les 3 meilleures défenses. Alors, j'ai Jazz, Bucks et Suns. Ah, t'as Suns en 3. Ouais, Suns en 3. Je pense que en fait, les Suns, c'est une équipe qui est très profonde et qui peut garder un bon niveau défensif sur l'ensemble des 48 minutes. C'est une équipe qui a aussi un bon niveau de guard play, qui va perdre peu la balle. Et du coup, c'est quelque chose qui plombe le plus ton rating défensif. Hein, pour moi, ce qui plombe le plus ton rating défensif, c'est quand tu as une seconde minute où tu as des manieurs de ballon, des joueurs qui ont la balle qui sont très à risque et qui manquent beaucoup de shoots parce qu'ils sont très agressifs ou soit qui perdent beaucoup de ballons. Et eux, ils sont vraiment stables de ce côté-là. Donc, pour moi, ils seront bons parce ils seront bons en défense parce que leur seconde unité sera assez solide en attaque. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Bucks Jazz et Jazz, ouais. D'accord, donc c'est la 3e. J'en avais plusieurs. Vas-y, je vais mettre le Heat. Moi aussi. Un peu dans le même esprit. Voilà, qui a toujours été une équipe solide, qui est très physique. Et on l'a dit, Bam Adebayo, que tu as cité que Ben aime beaucoup, qui aide beaucoup. Tu as l'arrivée de Kyle Lowry qui t'amène cette sûreté dont tu parlais, Tom. Enfin, voilà, un effectif relativement assez profond pour pouvoir être solide sous tout un match. Bon, bref, Heat en 3. Vous avez pas peur du banc pour le Heat? Ouais, du banc sans meneur. Parce que vu que c'est une équipe qui a des joueurs assez âgés et que moi, franchement, pour les playoffs, je suis d'accord avec vous, mais pour la saison régulière, je suis pas sûr qu'ils arrivent à tenir en fait, puisque tu es obligé de beaucoup impliquer des gars comme Tyler Hero, des choses comme ça en fait, et au final, ça peut peut-être trouer enfin pour être top 3, je trouve que ça fait peut-être juste. Alors, je vais pas griller une des prochaines questions, mais je trouve qu'on sous-estime la capacité qu'aura cette équipe à juste écraser d'autres équipes et à pas avoir besoin de jouer avec le banc pour vraiment faire la décision en fait. Il y a des matchs qu'ils auront terminé 4e quart-temps avec 10 minutes restantes et quand tu joues banc contre banc, je peux te dire que ton defensive rating, il kiffe. Très bien. Très bien. Les 3 meilleures attaques maintenant, messieurs. Est-ce qu'on a encore des évidences? A priori, peut-être une.
L'équipe Les Nets. favorite de la NBA, ouais. Les Nets. Et a priori, Nets. vive quand même beaucoup plus par son attaque que par sa défense, on va pas se Ouais, a mentir. priori, ouais. On est d'accord là-dessus. Même sans Kyrie Irving, Nets. Et après, c'est là où on peut discuter, parce que l'année dernière, il y avait quand même une surprise parmi les premiers offensive ratings. Une équipe qu'on considère comme défensive. Le Jazz, ouais. Le Jazz. C'est vrai que le Jazz, ils peuvent être bons aussi. Moi, j'ai mis les Nets, le Jazz et les Blazers. Pas très original, mais je pense que ça tient la route. Et en wildcard, j'avais les Hawks. Tom, juste comme ça, tu n'es pas du tout inquiet par le début de saison parce que c'est en filigrane, tu n'es pas du tout inquiet par ce qu'on voit du côté de. Ils ont joué quoi? 3 matchs? Les Blazers, non. Ouais. Non. Ok. Les Blazers, je pense que Damian Lillard, ça va revenir. Si J. McCollum, il est comme l'année dernière, il joue limite enfin, pour ces 3 matchs-là, il est exceptionnel au scoring. Je pense que ça va revenir puisque Lillard, il va pas continuer à shooter à 8% à 3 points. Non, vaut mieux pas. Sur 9 tentatives. Et c'est peu probable. Moi, les 2 premières, j'avais comme toi, j'ai remis le Jazz pour le même esprit de cette statistique qui les aide beaucoup, les Nets. Et puis la 3e, simplement par confiance en un gars qui s'appelle Luka Doncic, je vais mettre les Mavs. T'as plus confiance en Luka Doncic qu'en Jason Kidd? Alors, est-ce que j'ai plus confiance en Luka Doncic que ce que j'ai peur de Jason Kidd? Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça la question. Ouais, ce début de saison est pas rassurant. Je l'ai mis de base par confiance en Luka Doncic, par fidélité. Mais effectivement, pour l'instant, Jason Kidd freine un peu mes ardeurs, effectivement. Mais, avec des post-ups de Dorian Finney-Smith. Mais on est quand même aussi sur une équipe qui ne vit pas par sa défense. C'est vrai. En tout cas, sur ses précédents bons résultats, ne vivait pas par sa défense. Donc je pense que Luka Doncic va quand même, au fur et à mesure, quand il aura repris un peu le rythme physique après cet été où il s'est un peu reposé, semble-t-il, eh bien, on remontera dans des standards assez hauts. Vous n'avez pas pensé aux Bucks parce que je m'explique. J'ai l'impression que une des équipes qui se classe très souvent dans les premières passes, les Nuggets cette saison, la perte de Jamal Murray va peut-être les faire baisser d'un cran. Ouais. Et du coup, on sait que les Bucks, ils sont souvent 1-2 défense et 5-6 attaques. Je schématise, ce qui pourrait pas se glisser top 3, c'est peut-être haut, hein, parce que quand tu commences à faire top 3 des deux côtés, c'est sévère, mais je pense qu'ils sont dans la discussion quand même. Ils n'ont pas été cités, c'est pour ça. Je trouve qu'ils ont moins le potentiel inflammation, tu vois. Ah ouais. Destruction. Voilà, ouais, voilà, c'est le côté destruction massive. Alors oui, Giannis est une arme létale, mais je pense que tu vois le fait que Giannis prenne de plus en plus de jumpers, alors peut-être que c'est mieux par exemple pour les playoffs pour lui de faire ça en saison régulière, mais du coup sur le jeu où lui est hyper efficace et hyper efficient, peut-être que ça va nuire un peu à l'efficacité offensive globale. Ouais, puis dans cette idée de comparaison aux autres, parce que c'est ça aussi le classement en offensive rating, enfin en rating de toute façon, on a plein d'équipes, tu as cité les Hawks aussi, Tom, tu as des équipes comme ça avec des playmakers prioritaires qui sont des espèces de soleil, pour reprendre le terme de l'héliocentrisme, qui semblent très forts et qui doivent vivre à peu près par ça, donc je pense que ça va les faire monter aussi d'un cran, donc par comparaison, les Bucks vont peut-être plus se reposer sur leurs acquis, sur la saison régulière, peut-être pas passer ce cap-là, mais... tu les cites, ils ont le droit d'être cités, ils seront par là en tout cas. Et surtout, Jrue et Middleton doivent se reposer aussi. Hein. Ils ont joué les JO, tout ça. Il faut du repos aussi pour ces gars-là. Les Hawks, si c'est top 3 attaque, les gars, ça joue top 3 Est. Hein. Bref. C'est l'objectif, je pense. Fermons le chapitre et ouvrons celui du All-Star, l'événement majeur dans la NBA. Qui sera All-Star pour la première fois cette saison, Adrien? LaMelo, la France Ball. On a tous celui-là, on est d'accord. Je pense, parce que... non. Ah, déjà non. Mais en tout cas, voilà, à l'Est, il y a peut-être un peu plus de place, notamment qu'à l'Ouest pour les guards. Et puis, voilà, on l'a dit, il y a une espèce de hype derrière. Il a aussi une hype par lui-même, en tant qu'individu, LaMelo. En tant qu'être humain. En tant qu'être humain, en tant qu'influenceur. Voilà, donc ça peut aider pour les votes. Donc même s'il n'a pas les votes, je pense qu'il y sera aussi, parce que je vois les Hornets faire une bonne saison. Alors peut-être pas sur toute la longueur, mais jusqu'au All-Star Break, ça doit pouvoir le faire, je pense. Même si je n'ai pas regardé la difficulté du calendrier pour le coup. Mais bon, je pense quand même que voilà, les Hornets seront récompensés de la hype, des meilleurs résultats. Et l'incarnation de ça, c'est LaMelo Ball. Et il y a la place, donc voilà, LaMelo pour moi. Moi aussi, LaMelo.
Il entre dans un des groupes qui est quand même le plus accessible, hein, celui de c'est Guard à l'Est est quand même accessible, surtout vu la situation autour du cas Kyrie Irving, qui est la situation Irving fait que c'est encore plus accessible que d'habitude. Et même Ben Simmons. Ben Simmons aussi, normalement, c'est on vrai. a C'est vrai. Enfin, une place Irving sur une et demie avec Simmons qui d'habitude est réservée, qui pourrait s'ouvrir, donc la Melo Ball Vous avez raison. Ouais. T'avais quel nom, toi, Tom? Moi, j'avais Ja Morant ou De'Aaron Fox. Ah, donc les guards à l'ouest. Ouais. Un peu en tant que wildcard. Parce que la dernière place à l'ouest, l'an dernier, ça s'est joué. T'as eu Devin Booker qui finalement a été remplacé après par Mike Conley. T'as toujours des blessés. Je pense que l'an dernier, ça aurait pas été choquant que soit Ja, soit Shea, soit Fox, soit le dernier All-Star. Donc je me dis, peut-être cette année, ça peut être la bonne année pour ces gars-là. Ok. Eh ben, continuons. Quel est votre... Alors là, on va éviter l'anglicisme parce qu'on en a fait quelques-uns et on nous a dit qu'on ressemblait à JCVD dans les commentaires YouTube. Et franchement, pour certains, c'est peut-être un compliment, pas pour nous. Donc du coup, même si on le respecte, bon, on va éviter de... Alors, on avait écrit Bold Prediction, on va dire. Quelle est votre prédiction folle? On en a une pour l'Est, on en a une pour l'Ouest. On va commencer par l'Est. Allez, je vais prendre la parole. Je l'ai un peu sous-entendu. Je pense que les Knicks, ça pourrait être pas très très bon cette année. Vraiment. Quand j'ai vu les autres équipes jouer, surtout que pour moi, le premier match de la saison est un magnifique miroir déformant de ce que peuvent être les Knicks cette saison. On en a parlé en off. L'Est est ultra homogène, je trouve. Enfin, homogène. En tout cas, dense au milieu. Ça fait très dense au milieu. Ça fait longtemps que j'avais pas vu l'Est où, allez, disons entre 5 et 11, c'est pas déprimant de regarder les matchs des équipes qui jouent ensemble. Donc, du coup, je pense que les Knicks, dans un ventre mou qui a un peu gagné en niveau, pourraient un petit peu galérer. Donc, ma prédiction, c'est que les Knicks pourraient rater les playoffs et je sous-entends même le play. Ah ouais. J'avais, tu vois, je m'immisce parce que j'avais mis Knicks hors playoff. J'ai pas osé mettre hors play-in parce que je les ai mis dans mes play-in, mais je les ai mis hors playoff. Alors je sais pas à quel point c'est je vais refaire un anglicisme, une hot take, mais voilà, pareil, j'ai du mal, même si il y a pas mal de membres des Knicks parce qu'il y a aussi un certain coach qui font partie de la famille du côté des Bulls. Ah, je sais pas, je ne sens pas bien ces Knicks, donc on va dire moi aussi je partirais sur une sous-performance, on va dire, des Knicks par rapport à ce qui est attendu. Alors qu'ils sont bons, hein. C'est juste que je trouve que autour tout le monde est bon. En fait. Très bon même. Et toi, Tom? Moi je partirais sur le fait que le duo Bucks-Nets ne sera pas 1 et 2. Je pense pas qu'ils seront 1 et 2 de la conférence Est. Je pense qu'il y a une équipe qui va soit se glisser. Si, par exemple, pour la première place, je pense qu'il y a une équipe qui peut se glisser. Je sais pas laquelle. Je miserais sur le terrain. On dirait le field. Les autres dans la course. On va se glisser dans la course. Ouais, dans les autres. Et je pense que soit ce sera ça, ou soit peut-être qu'il y en a une des deux qui sera première et il y aura une équipe qui sera intercalée entre les deux. Ce qui serait bon pour nous, enfin, ce qu'on veut, c'est quand même éviter cet affrontement encore une fois en demi-finale de conf. Soyons honnêtes en tant que spectateur NBA, mais très bien. Eh bien, peut-être que ça arrivera. Hein. Et du coup, si ça se passe comme ça, c'est peut-être là qu'on tient notre équipe qui va faire les 10 matchs de plus. Ouais, aussi. C'est peut-être ce serait énorme. Ce serait énorme. C'est peut-être celle-ci. Très bien. Même question, votre prédiction folle, mais cette fois-ci pour l'Ouest. Je sens que ça va me parler des Lakers à un endroit. Non, même chez pas. moi. Pas chez moi même non plus. Pas. Et bah du coup, allez Adrien. Je vais reprendre avec, encore une fois, on retourne à ces histoires de play-in, play-off. Voilà, c'est les Wolves. Je reviens sur les Wolves que je vois en play-in, peut-être en play-off. Et du coup, ce qui va avec, et qui pour certains est surprenant, c'est que pour moi, les Blazers sont out et ne feront pas les play-offs cette année. Donc, alors ça peut paraître surprenant, ça peut être mettre un peu dur quand on pense à Damian Lillard principalement. Mais voilà, je dirais donc Wolves in, Blazers out. Waouh. Et toi, Tom? Ah bah c'est l'intérêt. Hein. Moi, c'est plutôt sur un joueur dans la conférence, du coup. Donovan Mitchell MVP.
Waouh. Ah, Elle est bien celle-là. double Je l'aime wow. bien celle-là. C'est pour ça que tu nous avais dit, Tom, tu avais glissé une question, ne sous-estime. En gros, est-ce qu'on sous-estime pas les chances de Mitchell comme MVP? C'est pour ça. Pourquoi Très pas, ça peut totalement le faire. C'est vrai que le Jazz, a priori, est une équipe, on va pas le répéter, on en a déjà beaucoup parlé, mais une équipe saison régulière. Il devrait avoir un bon bilan, voire le meilleur, puisqu'on en a parlé. Il y a quelques équipes à l'ouest qui risquent d'avoir quelques glissades, les Clippers sans Kawhi, les Lakers qui ont du mal, etc. etc. Pourquoi pas? Ça s'entend. Après, je l'avais dit pendant l'épisode, j'ai du mal à le donner à un mec qui est pas dans le qui est un fameux bis. top 11. Enfin, qui est- Ouais. Qui est pas dans le. Ouais, déjà, un bis, c'est pas dans le top 11 des mecs qu'on avait un peu dans le DH20. Qu'on avait un petit peu. Qu'on a un petit peu. Ça me saoule parce que moi, j'avais aussi mis contre-performance saison des Blazers. Donc, ma deuxième bold prediction, je peux peut-être voir les Warriors glisser vers peut-être l'avantage du terrain. Ah, moi je m'attendais à un premier à l'ouest, un truc comme ça, tu vois. Non, avantage du terrain. Ok. Je peux le voir dans une. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme pour une équipe qui n'a pas fait les playoffs l'année dernière, qui a fait le play-in mais pas les playoffs. Comme vous l'avez dit, dans une Ouest très homogène où même si les Suns et le Jazz, pour moi, sont un peu des modèles de stabilité, les Lakers sont en construction, les Clippers sont dans une année sans Kawhi. Ensuite, on a Denver qui va jouer sans Jamal Murray et qui pose des jours de RTT. Je fais référence à leur match contre les Cavaliers. Et ensuite, Blazers, on l'a dit, ça démarre difficilement. Mavericks, il y a l'arrivée de Kidd. Enfin bref, il y a beaucoup de questions. Je me dis que eux, ils en ont aussi, mais ils ont un peu cette expérience. Donc j'espère peut-être que ce mix jeunesse vieillesse va pas exploser. On peut continuer. On a fini avec les prédictions folles. Qui pour le trophée de la rédemption cette saison? Alors, plus grosse rédemption, Tom. C'est toi qui as proposé cette question. Qui sera la rédemption cette saison? Je sais pas si on peut vraiment parler de rédemption, mais pour moi, oui, je dirais Steven Adams. Dans le sens où, limite, l'an dernier, il était vu comme un joueur qui n'était pas forcément titulaire de bon niveau. Il a été pas mal décrié aux Pelicans. Son échange contre Valanciunas a été beaucoup décrié en disant que c'était un joueur vraiment très inférieur. Et puis on voit déjà, tu vois, par exemple à Memphis, que il montre pas mal de choses qui montraient plus. Donc un bon jeu de passe, toujours bon au rebond, très bon finisseur. Et puis l'an dernier, il a fini à 44% au lancer franc. Donc, je pense qu'il peut. La rédemption passe par là. Ouais. Ou sinon, ce serait petit cœur sur Justice Winslow dans un rôle de small ball 5. D'accord, on est sur des rédemptions de role-player chez Tom. Ouais. Moi, j'avais pensé à un coach. Pourquoi pas Jason Kidd? Parce que nous, les premiers, on est très dur sur lui. Donc, s'il arrive à conduire cette équipe des Mavs au playoff, voire en évitant le play-in, je pense que ça serait une semi-rédemption parce qu'on est très, très dur avec lui. Et franchement, il y avait des previews qui annonçaient les Mavs dans le mur uniquement par sa présence. Donc, forcément, je pense que ça peut être une rédemption s'il prouve qu'il peut coacher en NBA. Très bien, je vais faire une rédemption joueur quand même pour rester dans le plus classique. C'est l'inverse du trophée Isaiah Thomas. C'est-à-dire que il a eu une saison compliquée pour différentes raisons et ça va aller dans le même esprit que la question précédente, que les play-in. C'est Karl Anthony Towns pour moi qui a glissé pour beaucoup de monde. Alors on est quelques-uns chez Dunk Hebdo, notamment je salue Alan, à garder la hype. Rédemption, c'est de la triche pour Towns. Hein. Ouais, on est à la frontière. Je comprends l'idée. Dans l'inverse de l'Isaiah Thomas, du trophée Isaiah Thomas. C'est que voilà, le mec l'année dernière c'était compliqué, on voyait les Wolves tout au fond, ça marchera pas, voilà, il est sorti des hypes de la plupart des gens. Bon, il y en a qui sont restés, quelques irréductibles, je disais comme un peu Alan et moi, sur que le mec a quand même ce talent des H20, on va dire, pour employer des termes maison. Je pense qu'il peut le retrouver. Voilà, peut-être qu'en fin de saison prochaine, on retrouvera Towns en DH20, que les Wolves seront en play-off, qu'ils feront quelque chose de sympa. Enfin voilà, j'ai envie de croire à la rédemption. Alors comme vous dites, c'est vrai c'est pas un gars qui était passé à un niveau basket horrible et qui remonterait. Donc j'ai un peu tordu la question, mais on a l'habitude un peu de faire ça. Storytelling. Exactement, c'est du storytelling. Exactement, c'est de l'histoire. Ouais, vous avez pas la même peut-être vision de la question, je pense. Ouais, c'est sinon ça. Carmelo Anthony, évidemment. J'avais pas cité son nom. Votre trophée
Isaiah Thomas. Rappelons, c'est quoi le trophée Isaiah Thomas? Si vous découvrez le podcast, c'est le trophée de la descente aux enfers. Et je trouve que celle-ci, un peu comme les questions sur les surprises, hein, par définition, on ne peut pas prévoir qui sera le trophée Isaiah Thomas. Parce que l'année où Isaiah Thomas est trophée Isaiah Thomas, c'est impossible de prévoir que le mec, il va finir quasiment sans équipe alors qu'il était, certains le voyaient top 5 MVP quelques mois avant. Ouais. Et puis à l'échelle d'Isaiah Thomas, c'est dur d'avoir à ce niveau-là. Enfin, le trophée porte son nom. C'est une chute aussi vertigineuse, c'est compliqué. C'est vertigineux, ouais. Du coup, qui se lance? On pense souvent, tu vois, à ces dernières années, le nom de Kevin Love a souvent flotté. Kevin Love, il starte plus chez les Cavs qui sont annoncés 12e à l'Est. Franchement, je vois pas ce qui peut se passer Mais en fait, le truc du trophée Isaiah Thomas, c'est genre t'es hors de la ligue dans les 3 ans, quoi. C'est genre tu passes de titulaire à titulaire au Shanghai Sharks. Ouais. Tu vois, c'est ce qui est arrivé, tu vois, c'est ce qui est arrivé à Cousins. Ouais. Où il a vraiment eu la descente aux enfers. Il y a Rose qui a fait un yo-yo, Eric Rose. Parce qu'il est revenu, mais il y a un moment donné, on n'était pas passé loin, justement aussi avec les Cavs. Bon, allez, je vais me mouiller, et puis je sais que je vais pas me faire que des amis. Kemba Walker. Kemba, c'est dur. Ça. Parce que, déjà, je trouve que même en niveau basket, je le trouve moins fringant, moins tranchant. Il y a cet aspect physique de jouer sous perf tous les soirs. On est sur une pente, pour moi, là, on est sur une pente qui est en descendante sévère. Et je lui souhaite pas forcément, hein, mais j'ai du mal à me dire dans 3 ans, Kemba Walker sera encore titulaire, ou même dans une rotation NBA. Pour l'instant, sur ce début de saison, les Knicks ont gagné quelques matchs. Tu parlais de miroir performant, Ben, c'est un autre sujet. Mais le meilleur meneur des Knicks sur les premiers matchs de ce début de saison, il s'appelle Derrick Rose. Et il s'appelle pas du tout Kemba Walker. Moi j'ai un nom assez similaire, mais pour des raisons différentes. J'ai 2 noms. Alors, le premier, c'est Derek Favors. Je pense qu'il y a des chances que dans 3 ans, il ne sera plus en NBA. Et le joueur pour lequel je suis le plus inquiet pour ce trophée-là, pour moi, ce serait Serge Ibaka. Ah, Serge Ibaka. C'est pas les mêmes raisons. Ouais, c'est pas les mêmes raisons. C'est pas les mêmes raisons. C'est pas les mêmes raisons, mais Ibaka, on en attendait beaucoup. Ça s'est jamais matérialisé. Il a des soucis au dos. Et ça traîne, surtout. Ça traîne en longueur. Tu vois, la là, il est pas là. La communication, elle est bizarre. Du coup, je pense pas qu'il sera au minimum l'an prochain, tu vois. Mais dans 3 ans, je suis pas sûr que Serge Ibaka soit encore dans la ligue. Favors, j'aime bien le pic. Après, est-ce que c'est la même question avec Favors? En fait, on l'a vu une seule fois pas à Utah, il a mal joué. Si on le revoit, tu vois. Ah ben non. Fatigue. Bref, passons. En fait, vis-à-vis de... C'était Favors et... Pour toi, Tom? Ibaka. Favors et Ibaka. Ibaka, c'est un peu l'astérix toujours dont j'ai du mal avec le mec qui sort à cause des pépins blessures, tu vois, comme Cousins. C'est là, Isaiah Thomas, il y avait une partie blessure, mais il y avait surtout une partie, c'était devenu, pas un paria, mais au niveau de la vision NBA, le joueur basket était rejeté, en fait. Il y avait de ça aussi. Oui, on a décrété à ce moment-là qu'il était trop petit, on pouvait plus se permettre d'avoir ce meneur-là qui peut pas défendre, etc. Et là, je vois, j'ai pas de... Est-ce qu'on mentionne Oladipo? Puisqu'on a beaucoup critiqué Schroeder pour avoir refusé un contrat et pour signer moins. Oladipo, en début de saison dernière, il refuse 100 millions d'Indiana et il se retrouve avec le minimum à Miami. Mais Oladipo, je pense qu'on lui donnera toujours une chance parce qu'on se dira, tu vois, les pics, c'est un pic All-Star, alors peut-être All à l'Est. NBA même. All NBA c'est un pic All-NBA. Donc on lui donnera toujours ses chances là où on donnera moins les chances à peut-être Enes Kanter. Hassan Whiteside. Ouais, mais ces mecs-là, ils sont déjà au minimum. Tu vois, c'est pas la chute, elle est pas vertigineuse. Les mecs sont au minimum déjà là. Ouais, donc non. Et enfin, qui sera le meilleur marqueur NBA? Eh ben, écoute, moi je vais aller dans ton sens, Ben, dans le sens de ta prédiction de l'Ouest. Stephen Curry. Il est déjà pas loin, hein. Il est déjà parti assez fort, même s'il a des pourcentages encore pas extraordinaires. Curry est incroyable. Mais on retrouve des séquences de ça y est, on a retrouvé des Curry comme on l'aime, qui met des grands cartons. Moi aussi, je vois les Warriors faire une plutôt belle saison. Je sais pas, sur la longueur, je le pense
il est hyper efficace, il fait peu d'efforts. Je pense qu'il peut tenir le rythme, même s'il y a du monde. Hein, vous avez m'en cité, hein, il y a des Durant, il y a même les jeunes, hein, même le Ja, je ne sais pas combien de temps il peut durer, mais pourquoi pas. C'est un peu possible, mon bref, Steph Curry pour moi. Mais en marqueur de la ligue, ça sous-entend quand même que dans la NBA actuelle, tu dois quand même enquiller à 3 points à un moment, et je me demande si ça donne pas un avantage de fait à Curry. À Curry, les mecs comme Curry ou Lillard, quoi. Ouais. KD aussi éventuellement. Moi, je pense que ça peut être Bradley Beal parce qu'il y a personne autour. Et sinon, wildcard, Paul George, parce qu'il a tous les tickets shoot en fait. Mais s'il est capable d'être constant à ce point-là sur une saison, comme tu l'as dit. Parce qu'être meilleur marqueur NBA, on te demande d'en mettre 32 en fait, en gros. Ouais, mais c'est énorme. En gros. Sinon, il y a aussi le Dark Horse, on va dire, Jason Tatum. J'y ai pensé au moment où tu as commencé ta phrase. Ouais. Parce que dans le même esprit que ce que tu disais sur Bill, bon, ils sont deux, mais il va falloir marquer tous les points, et puis voilà, on a la panoplie. Mais tu vois, Tatum, la façon dont Tatum va chercher ses points, c'est dur. Ah bah oui. C'est dur, tu vois, il va pas sur la ligne, il a pas de lancer, c'est dur. C'est pour ça, c'est ce que je disais sur Steph Curry, c'est qu'il y a un côté avec moins d'efforts, donc c'est plus simple entre guillemets, hein, parce que ça reste hyper compliqué, mais d'être constant sur la durée, et puis il est un peu plus âgé que les autres concedent, donc... Tatum m'a jamais fait plus de 27 là. J'ai un test. Je suis surpris de ça, mais oui, effectivement, ça s'explique peut-être par son jeu. C'est encore un jeune joueur, hein. Mais parce que Bill, il fait 32, je crois, 32 l'an dernier. Ouais. Il fait 32 la saison d'avant ou 30 la saison d'avant. Après, peut-être Donovan Mitchell, il peut faire 30, hein. Mais 32, ça, je pense que c'est trop. Je m'attendais à ça comme non. Bon, je sais pas si c'est trop. Déjà, si Mitchell est au-dessus de genre 27, 28, je suis super surpris. Ouais, c'est vrai. Vrai. Mais ouais, Curry. Moi, je crois pas vraiment en Durant, tu vois, pour aller peut-être un peu contre Adrien. Je pense qu'ils vont être un peu dans la gestion et tout. Ces dernières années, le titre de meilleur marqueur, vous remarquerez que les noms qu'on donne, ils se jouent souvent dans des superstars de deuxième échelon un peu, collectivement. Ouais. Enfin, c'est pas les mecs. Il y a pas un mec qui est dans la meilleure équipe qui va jouer le titre potentiellement cette saison-là. Ouais, non, mais tu vois, parce qu'après le cran d'en dessous, les dernières années, c'était Embiid, Giannis. Donc ça, j'ai du mal à les voir passer à encore au-dessus de 30, etc. Doncic, je suis pas sûr non plus. Zach LaVine, il va devoir plus partager, donc ça va être compliqué, même si, bon, pourquoi pas. Il n'y a pas Kyrie. Doncic à Vegas, il était derrière Bill comme favori, les gars. On l'a pas cité d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est là, tu vois, genre je fais les noms l'année dernière, donc pourquoi pas, mais Kyrie n'est pas là. Après Booker, Trae Young, j'ai du mal à monter. C'est difficile. Hein. Peut-être Jokic, on peut même le mentionner, mais Jokic, puisque au final, il reprend toute la partie scoring. En gros, parce que Michael Porter Jr., lui, il y a aucune création en fait. Il fait le yo-yo et puis il n'y a aucune création, c'est-à-dire qu'il va récupérer peut-être des tickets shots, des shoots que Jamal Murray n'apporte pas, mais la partie création que Jamal Murray apportait, lui, il ne va pas aider à faire ça en fait. Et pour terminer, les gars, 6e à Vegas, on n'a toujours pas cité Julius Randle. Non. Soyons sérieux. Je sais pas, parce parce qu'en fait, j'étais en train de regarder, de me dire qui c'est qui a marqué en début de saison, et ça me faisait rire de me dire Julius Randle alors que j'y pensais pas une seconde. Mais 6e à Vegas, on l'a pas cité? On l'a pas cité. Et ça prouve bien que Vegas aime les stars, aime ce qui brille. LeBron. Zion Williamson. Ah. Non. C'est vrai qu'en moyenne, il était à 27. Il était à 27. Il était haut, hein, je sais plus combien il était. Ouais, il était à 27. Hein. Il est à faire Zion, 27 pile. Il était à 27 quand même, Zion l'an dernier. Hein. Sacré animal. Après, vu son style de jeu, en mettre 5 de plus, c'est énorme. Ouais. 27 avec 0,6 3 points tentés par match. Hein. Vraiment. C'est énorme. C'est énorme en termes de. Bref. Après, il y a plus de spacing aussi. Il y aura plus de spacing entre guillemets autour de lui. Donc, faut aussi penser que c'est un trophée où limite être. Alors en fait, faut pas être aux deux extrêmes. Être trop compétitif, c'est un problème. Mais si ton équipe est complètement à la rue, c'est aussi un problème parce que si t'es à 15 victoires des playoffs, c'est bien beau d'être meilleur marqueur, mais ton équipe va pas te laisser sur le terrain au prix que tu te blesses pour que tu sois meilleur marqueur, tu vois. Donc, y a de ça aussi. Très bien. Vous voyez, on est même capable de disserter sur un truc qui est quand même... Non, pas si anecdotique que ça, en fait. Parce qu'être meilleur marqueur, ça a quand même...
Ça a son cachet. Ça a son cachet quand même, mettre meilleur marqueur NBA, c'est vrai. Je tiens à reciter Carmelo Anthony. Voilà, juste comme ça. Nous sommes donc en 2007. Voilà. Du coup, merci de nous avoir écoutés. On a fini cette preview en 5 parties sur les 75 questions de la saison NBA. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on va démarrer du coup à rentrer dans le vif du sujet. Pour nous suivre, vous le savez, vous pouvez aller sur Twitter ou comme le fait très bien Adrien, il faut souligner le travail de Gabin et Antoine, nos CM. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter le podcast. Et puis, souvenez-vous, on est partenaire de la NBA. Alors, si vous voulez vous inscrire au League Pass, regardez tous les matchs NBA, toutes les plateformes en direct, en différé, en HD. N'hésitez pas à passer par ce lien. Je vous l'ai dit la semaine dernière, si vous voulez aussi travailler vos langues étrangères, regardez les matchs en portugais, en espagnol, en coréen, en anglais. Bref, n'hésitez pas à passer par ce lien Dunk Hebdo que vous trouvez dans la description. Messieurs, c'était un marathon, c'était difficile, mais on en est venu au bout. 75 questions, c'est terminé. Est-ce qu'on aurait dû en faire 76 du coup, puisqu'il y a 176 jours? Doit-on révéler la supercherie, Tom? Il y a 76 questions en réalité. Voilà, pour ceux qui sont vraiment attentifs, il y a 76 questions pour le détail. On en avait rajouté, moi et Adrien, il y en a 60. On en a fait 16 aujourd'hui et non 15. Voilà. Le détail le compte est révélé. Le compte est bon, monsieur. De cette magnifique liste où Dwight Howard Dwight Howard est absent. Pas sa place visiblement parce que Damien. Passons. Bref. Bonne semaine à tous et puis on se retrouve très vite. Salut. Salut. Salut.